Eh, mes paroles valent cher. Salut à tous. J'espère que vous allez bien. Le chairman pour vous servir. Les Guzney m'appellent le chair. Les Fimbi 500. Mais les deux sont corrects. Anyway. Sarcel représentant. Sect Abdoulaye, évidemment. Bienvenue sur We Hustle. C'est toujours ton émission qui rassemble et motive. Au fil des émissions, nous recevrons différentes personnalités qui viendront s'asseoir à ma table, nous parler de leurs échecs, mais surtout de leurs réussites. Alors, Hugo, take a seat, non? Ok, je veux que les jeunes de Tess relèvent la tête. On n'est pas condamné à l'échec. Il a raison. PDG, let's get it. We hustle, baby. The chairman. Hustle, baby. The chairman. Hustle, baby. The chairman. De retour sur We Hustle et aujourd'hui, je suis vraiment fier de recevoir mon homeboy, living legend, philanthrope, homme de cœur, rappeur, acteur, producteur, warrior, homme fort. Il vient du 94. L'homme que l'on nomme Kerry James. Take a seat. Comment tu vas? Au top, mon frère. Et toi, comment ça va? Légendaire, hein, cette intro. légendaire. Merci, mon frère. C'est la marque de fabrique. Ouais. Mille merci d'avoir accepté l'invitation. Ça fait longtemps, pour pas dire très longtemps, mais c'était qu'une question de temps. Ouais, parce que l'émission, elle me parle tellement que j'avais envie de prendre mon temps et d'avoir aussi une actualité, tu vois. Je comprends totalement, mon frère. Alors, je te le dis d'avance, on va parler longtemps. Yes. C'est très bien. Est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît, pour celles et ceux qui ne te connaissent pas? C'est un euphémisme, mais c'est comme ça. Alors, Alix Mathurin, de mon vrai nom, d'origine haïtienne, et auteur, principalement auteur, aujourd'hui aussi acteur à mes heures perdues, et producteur, comme tu l'as dit, et réalisateur. Voilà. Magnifique. Kerry, t'es né aux Abîmes le 28 décembre 77. T'es arrivé en France en 85. Ouais. D'accord. Moi, je veux savoir, parce que t'avais à peu près 7 ans quand t'es arrivé ici en France. 7-8 ans, donc forcément, les souvenirs sont intacts à 8 ans. Donc, c'était quoi, toi, le premier feeling quand t'es arrivé ici? Alors, le tout premier sentiment que j'ai eu en atterrissant à Paris, je crois que c'était à l'aéroport d'Orly, c'est ce que j'ai décrit dans 28 décembre 77. Le temps était gris. Et c'est vraiment ça qui m'a choqué, qui m'a interpellé, c'est que le temps était gris. Moi, je venais de la Guadeloupe sous le soleil, et la grisaille, ça a été un choc émotionnel pour moi. Et la famille a directement posé ses bagages à Orly? Alors, ça a été un peu plus compliqué que ça. Oui, on a été à Orly parce que il y avait une famille haïtienne qui a hébergé ma mère pendant un temps. Mais il faut savoir que mon père était quelqu'un qui était très attaché aux études et pour qui c'était très important, comme beaucoup d'Haïtiens. Et donc, il a voulu que je vienne en France avec ma sœur pour poursuivre des études. Il nous a inscrits dans une école assez prestigieuse. Et donc, ce qui fait que moi, je me suis retrouvé en pension dans le 78 dans les Yvelines. Et cette pension préparait à l'entrée dans une grande école. Donc moi, j'étais en pension et ma mère, elle était à Orly. Et la plupart des jeunes, là j'ai retrouvé récemment, ma mère elle m'a retrouvé un bulletin, quoi. J'avais d'assez bonnes remarques, mais des fois il parlait un peu d'agressivité qui venait du fait surtout
que la plupart des jeunes qui étaient là-bas, ils rentraient le week-end chez eux. Mais nous, comme ma mère, elle était loin, et en plus, elle n'avait pas encore d'appartement, on pouvait pas rentrer le week-end. Et donc ça me mettait un peu sous tension. Et donc, elle est restée à Orly un moment, le temps qu'elle trouve du travail, le temps qu'elle trouve où nous loger. J'ai dû faire 1 ou 2 ans à la pension là dans le 78, et après je suis arrivé à Orly. Et t'es arrivé à Orly à quel âge, précisément? Ouais, je pense que ça devait être en 87. Je pense qu'à peu près 10 ans, juste un peu avant la 6e, j'ai commencé à vivre à Orly. Et au sein même du foyer, t'as vécu qu'avec ta maman et ta sœur? Vous étiez que 3? Alors, au départ, mon père, il était présent, même si du point de vue de la distance, on était séparés, mais il était présent, c'est-à-dire que financièrement, et puis il appelait souvent. Et puis au fur et à mesure du temps, quand j'ai commencé à prendre une voix qui ne lui plaisait pas, et ensuite, on a rompu les liens. Enfin, il a rompu les liens, mais on s'est reparlé depuis, mais on y reviendra peut-être. Ouais, il était très présent, il se sacrifiait pour nous. C'est moi qui ai pas été à la hauteur de ses attentes. Et donc ouais, j'étais avec ma mère. Et donc quand on est arrivé à Orly, quand je commence à arriver à Orly, ma mère en fait, elle a loué une pièce dans un pavillon qui appartenait à une vieille dame qui a accepté de lui louer une pièce. C'était une chambre, quoi, en fait. C'était une chambre. Ma mère, elle avait tiré un drap et donc, je sais pas, il devait y avoir, je pense pas qu'il y avait plus de 30 mètres carrés où on vivait dedans avec ma grande sœur, avec mes 2 grandes sœurs, et aussi, plus tard, après, il y a ma petite sœur qui est arrivée. Ouais. Et c'était quoi le feeling du moment? Parce que je suppose que quand tu étais en Guadeloupe, on te disait tout le temps que la métropole, c'était l'Eldorado. Tu vois, je suppose que tu voyais même des films où on te montrait Paris et ses banlieues. Ça avait l'air vraiment, vraiment, vraiment cool. Et là, tu arrives à Orly où le décor est totalement différent. Tu vois, ça peut engendrer une certaine colère, une certaine haine. Ben, très bizarrement, tu vois, j'étais très jeune. Mais la première fois que je rentre dans cette chambre qui sert d'appartement à ma mère, et je sais pas, hein, j'étais très jeune, mais j'en ai un peu voulu à mon père. Je me suis dit, comment on peut se retrouver dans une telle situation. Et puis après, je m'y suis fait. Donc moi, j'ai eu 2 intégrations, si tu veux. Il a fallu que je m'intègre en France, et il a fallu que je m'intègre aussi à la banlieue, parce que c'était pas tout. Après, j'arrivais dans une cité où moi, j'étais... en réalité, j'ai été un mec du bled, quoi. Tu vois? Ah ouais, moi, j'avais pas les chaussures à la mode, j'étais le petit Renoir du bled. Ouais, il a fallu que je m'intègre à la cité, que je m'intègre à la France. Double intégration pour moi. Et c'était facile, ça? Non, ça n'a pas été facile. En plus, tu sais, la cité, c'est dur. Faut montrer les crocs. Après, j'ai eu rapidement la musique. Avec la musique, je me suis fait une place. Parce que d'abord par la danse, puisque je dansais, et je me suis fait une place par ça. Et puis après par le rap. On y reviendra forcément. Et c'était quoi l'ambiance qui régnait au sein même du quartier? Parce que moi, j'ai cru comprendre, d'ailleurs, même quand je parle avec mes anciens, ils me disent que dans les années 80, début des années 90, enfin, plutôt fin des années 80, il y a l'héroïne qui était un peu partout. À Orly, toi, c'est ce que tu avais dit aussi. Ouais. Parfois, tu voyais des seringues, etc. Déjà, raconte-moi ce décor-là. Comment ne pas être bousillé très tôt? Bah, à Orly, oui, il y a eu beaucoup de drogue dure. Surtout dans le quartier dans lequel moi j'ai atterri après, qui était la cité Calmette, qu'on appelait aussi la Faisanderie. Mais moi, quand je suis arrivé, c'était sur la fin. C'est-à-dire au début, quand ces drogues elles sont apparues, les gens ils ne connaissaient pas la dangerosité de ces drogues. Et donc,
il sous-estimait le danger. Il savait pas que une, deux prises, essayées, t'étais accro à vie. Ensuite, après, les gens l'ont su. Et faire le trafic des drogues dures, c'était déjà mal vu quand je suis arrivé. Et les gens faisaient déjà la chasse, malheureusement, la chasse aux toxicomanes. Ouais. Mhm. Et c'est fou parce que d'un côté, il y a les parents qui veulent pour leur fils de longues études, mais tu navigues entre deux eaux parce que l'ambiance à la cité est tout autre. Tu vois, moi, quand je parlais en off avec Mokobe, il me disait que Kerry, c'était un mec super intelligent. Tu vois, t'avais à peu près une douzaine d'années et c'est chez toi qu'il a vu pour la première fois le livre de Malcolm X. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Donc, je crois même que c'est chez toi aussi qu'il a regardé pour la première fois ce film. Parce que c'est ton père qui t'envoyait constamment les livres, etc., pour que tu te documentes. Et moi, je veux dire, en ayant, comment dire, très tôt accès à certaines informations, est-ce que c'est pas nocif? Est-ce que tu me suis? Je comprends ce que tu veux dire. Je me pose aussi la question. Après, c'est vrai que mon père, et comme beaucoup d'Haïtiens, pour ceux qui connaissent le peuple haïtien, c'est un peuple qui est qui aime la culture et qui est très politisé. C'est pas pour rien que c'est le premier pays noir à avoir eu son indépendance. C'est un peuple qui est très politisé. Donc mon père, très vite, il m'offrait des livres de Toussaint Louverture. Il m'avait même inscrit à une école de journalisme par correspondance. Donc il avait vraiment beaucoup d'ambition pour moi. Et c'est vrai que quand j'étais jeune, j'étais assez porté sur la lecture. Et puis après, j'avais aussi Manuquet aussi, qui était un peu une sorte de mentor pour moi. C'est Manuquet qui me fait découvrir aussi Malcolm X, parce qu'il avait son groupe qui s'appelait Posse Idéal, et nous, on était les petits, on était Idéal Junior. Et Posse Idéal, son groupe, c'était un groupe qui faisait ce qu'aujourd'hui les gens appelleraient du rap engagé et conscient. Tu vois, il avait des morceaux, ça s'appelait Fier d'être noir. Tu vois, donc il nous a mis un peu là-dedans. Et c'est lui, par exemple, qui m'a fait voir Boys in the Hood pour la première fois. Et ce film, il a influencé presque quasiment toute ma vie, quoi. Même Banlieusard, c'est très influencé par Boys in the Hood, par John Singleton. Et vieillit bien Boys in the Hood? Franchement, moi, tous les 2-3 ans, je le regarde au moins une fois. Hein. Sérieux? Ah oui, ah ouais. Moi, c'est mon film de référence. Hein. Un de mes films de référence. Ok. Ouais. Bon, c'était une petite parenthèse. Et donc voilà, j'ai bien compris que Manuquet t'avait mis le pied à l'étrier dans le rap, etc. Mais hormis Manuquet et son Posse, c'était quoi, toi, tes influences? Moi, dans le rap, j'écoutais plus, si tu parles d'influence rapologique, j'étais plus sur Boogie Down Production, KRS-One, Public Enemy, tu vois, sur ces groupes-là, qui étaient des groupes engagés. NWA, je suis un peu passé un peu à côté. Je suis un peu passé un peu à côté. Ouais. Ça, c'était Sarcelles, ça. Exactement. C'est quoi? Je l'ai pensé et j'ai pas osé le dire. C'est la vérité, c'est la vérité. C'est vous, ça. Shout out à mes frères. Et voilà, très tôt, toi, vous étiez, tu sais, même finalement avec Idéal Junior, vous étiez les jeunes Criss Cross. C'est vrai. Tu vois, les coqueluches un peu du quartier, même du rap français, etc. Comment on a fait déjà, et c'était quoi le feeling du moment déjà, d'être les petits rappeurs à la mode? Ouais, écoute, nous, on était les petits protégés, les petits phénomènes. Et c'est, encore une fois, c'est Manuquet qui organise le groupe Idéal Junior. Parce que moi, je suis de la cité Calmette. Il va chercher Jesse Monet, qui est des Souls, Teddy Corona, et il nous met ensemble et il nous dit faites un groupe. Et il se trouve que à l'époque, il y a un groupe de jeunes qui s'appelle Criss Cross, qui ont 16 ans, qui portent leur jean à l'envers et qui font un carton avec le morceau Jump, tu vois. Et donc, suite à ça, on a rencontré nos premiers producteurs qui, eux, pensaient qu'ils allaient faire de nous les Criss Cross français. Et donc, c'est comme ça qu'on a commencé à avancer. Ouais. Et parallèlement à tout ça, les études, parce que tu sais, quand t'es jeune,
Là, tu vois des petits contrats, tu vois des petites sommes d'argent, tu vois qu'on vient de chercher en limousine. J'ai vu ça dans certains articles, etc. Comment ne pas être totalement bousillé? Tu vois, mettre de côté totalement l'école. Bah déjà, j'avais une mère qui Ouais. était assez sévère et qui plaisantait pas avec notre éducation. Par exemple, moi, je suis sorti assez tard par rapport à d'autres. Il y a d'autres très À quel tôt. âge tard? Je sais pas exactement, mais plus tard que les autres. Tu vois, j'ai pu découcher plus tard que les autres. J'ai tout fait un peu plus tard que les autres parce que ma mère, elle tenait grave le truc, tu vois. Et je le remercie aujourd'hui. Et donc, ouais, c'est principalement l'éducation de ma mère qui m'a permis de pas péter les plombs. Et puis après, moi, dans la musique, pourquoi j'ai jamais pété les plombs, c'est parce que j'ai eu ce que les gens pourraient appeler des succès d'estime, mais j'ai jamais eu de succès commercial extravagant qui me dépasse, tu vois. Et donc j'ai toujours été préparé, assez préparé à ça, quoi. Tu vois. Et, contrairement à d'autres, ils ont eu du succès archi tôt, ils sont passés vraiment tu vois, de la vie de rue d'un coup à la vie d'artiste complètement. Moi, j'étais artiste depuis que j'ai 12 ans, donc c'est différent, tu vois. Mais après, si je peux me permettre de te reprendre, c'est que oui, effectivement, t'as pas eu de... Enfin, c'est ironique de le dire, mais t'as une excellente carrière, t'as pas eu de gros succès, mais très tôt, enfin, commerciaux, hein, on se comprend quand je dis ça, mais très tôt aussi, on t'a reconnu dans la rue. Très tôt, t'étais probablement la star du collège. Ouais, c'est vrai. Déjà, tous ces facteurs-là peuvent totalement te faire partir en vrille. C'est vrai. C'est Dieu qui donne. Franchement, je sais pas quoi te répondre. Comment j'ai gardé la tête sur les épaules. Mais comme je te dis, on pouvait se retrouver à Cannes, au festival de Cannes, pour faire une prestation ou alors au Midem de Cannes. C'est un souvenir qui me revient. On avait fait une prestation au Midem de Cannes. Mais le lendemain, on était dans la cité avec tout le monde, comme tout le monde, quoi, tu vois. Et comment, à ce moment-là, tu sais, parce que toi, il y a quelque chose qui te caractérise pas mal, c'est la générosité, tu vois. Très tôt, même parmi ton équipe, ton crew, on y reviendra forcément, mais tu étais la première personne qui a eu de l'exposition, tu vois. Et t'es venu, t'as emmené, comme tu l'as si bien dit, tous tes potes dans le salon. tu vois, tu vois ce que je veux dire. Donc, comment toi, tu as réussi à faire ce move? Parce que finalement, tout le monde venait frapper à ta porte. Tout le monde te demandait si tu pouvais leur donner un coup de pouce. Tu comprends? Et ça, c'est pas tout le temps facile à dealer. Ouais, mais ils avaient même pas besoin de venir frapper à ma porte. C'était dans ma mentalité. J'essayais d'emmener tout le monde avec moi. Et puis, tu sais, il y avait des gens, même dans Mafia Cafri, qui n'étaient pas forcément des rappeurs. Je leur écrivais les textes. Et voilà, j'essayais de les emmener avec moi dans le mouvement, et ils essayaient de m'emmener avec eux un peu de l'autre côté, quoi, tu vois. Je vois totalement, mais tu vois, en te disant ça, moi, je pense à Rocco. Rocco, qui était dans ta classe aussi à un moment. C'est vrai. Rocco, c'était ton homeboy en cours. Mais c'est pas dit que c'était un bon rappeur. Tu vois ce que je veux dire? Et ça, je te tire mon chapeau parce que c'est risqué. Après, pour Rocco, l'histoire, elle est... tu sais que à l'origine, il est dans 113. Je ne le savais pas. Et le groupe le plus exposé avant 113, donc, c'est Idéal-J, comme tu l'as dit. La première fois que tu entends 113 et d'autres sur un disque, c'est dans le disque d'Idéal-J, le combat continue. Et moi, je suis en classe avec Rocco, et on s'entend archi bien et tout. Et je lui dis, bah, viens avec nous, dans Idéal-J. Et après, sauf qu'après, il y a l'assassinat de LAS, ma conversion, et moi, je me mets de côté. Et il a quitté 113, qui 113 explose. Compliqué. Je vois compliqué. Totalement. Tu vois? Mais c'est le destin. C'est la vie. C'est comme ça. Et shout out à lui au passage. Et tu sais... Et c'est là où je me dis que finalement, toi, tu navigues tout le temps entre deux eaux, parce que DJ Mehdi, paix à son âme, qui disait de toi que tu étais quelqu'un vraiment d'intelligent, parce que
tu ne lui en as pas tenu rigueur sur le fait qu'il n'était pas posé avec vous à la demi-lune. Ah, Tu jamais. vois, t'aurais pu te dire, oui, mais si tu ne traînes pas avec nous, si tu ne fais pas les Ouais. mêmes choses que nous, eh ben, on ne pourra pas être amis. Et toi, finalement, j'ai l'impression que c'était comment dire, à travers son parcours, c'était une fenêtre, quoi. Ouais. Oui. Bien sûr. C'est ce qui fait la spécificité de ma relation avec DJ Mehdi. C'était un peu un bol d'air pour moi. Et c'était quelqu'un devant lequel j'étais pas obligé de faire semblant. Parce que, qu'on le veuille ou non, à la cité, on est souvent en représentation. Tu vois, ouais, on est des durs, on se laisse passer, on se laisse pas faire. Et quand j'étais avec Mehdi, je pouvais être un artiste et un être humain, tout simplement. Et donc, je lui ai jamais imposé de ne pas être, de ne pas suivre la même voie que nous. Et lui, de toute façon, c'était pas quelqu'un à qui tu pouvais imposer quoi que ce soit. Les gens se trompent. Le plus radical dans Ideal J, c'était DJ Mehdi. DJ Mehdi, il faisait aucune concession sur l'artistique. C'est-à-dire, tu vois, il y a un morceau dans l'album Le combat continue, où il y a Hachim, le Comorien, au refrain. Si tu ne sais pas encore qui est Ideal J. Ouais, il a fallu se battre avec Mehdi pour le faire, ce titre. On voulait faire un titre un peu, qui soit un peu crossover, tout ça. Il n'était pas du tout là-dedans. Si tu remarques, par exemple, les titres de 113 qui ont explosé, musicalement, tu peux pas dire en les écoutant, ouais, ça va être des tubes. Ouais. Tu vois, Mehdi, il a jamais voulu être dans l'esprit, je vais faire un tube. Il était vraiment radical. Mais nous, on venait d'en bas, on avait faim. De temps en temps, on lui dit, viens, on essaie de faire un peu de sous, quoi. Ouais. Belle anecdote qui repose en paix, le frère. Et tu vois, Ideal Junior, du coup, fait son petit bonhomme de chemin, son petit trou. Comment déjà l'industrie vous voyez, vous? Alors, au début, comme je t'ai dit, les producteurs du premier maxi Ideal Junior, La vie est brutale, ils étaient persuadés qu'ils allaient pouvoir faire de nous les Criss Cross français, qu'on allait être un produit. Et ils se sont vite rendus compte que c'était pas possible. Surtout que on a signé, puis après Mehdi a rejoint le groupe, et avec Mehdi, il y a eu son oncle Choukri et Sadi, il y a eu Karim qui ont monté après le label Alariana, et donc vite fait on est rentré en conflit avec ces premiers producteurs qui nous ont empêchés de sortir un disque pendant au moins 4 ans. Hein. On faisait que des concerts, on pouvait pas sortir de disque. Je comprends toujours pas comment on n'a pas réglé cette situation, tu vois. Et donc, on a eu une relation rapidement très conflictuelle avec le show business, quoi. Et à cette époque-là, tu étais toujours étudiant? Ouais, j'ai continué les études. Alors moi, j'étais j'aurais pu, je pense. Enfin, c'est difficile de dire j'aurais pu parce que pour faire de longues études, il faut avoir donc une certaine aptitude à apprendre, mais aussi il faut avoir une certaine aptitude à se concentrer et à être régulier. Et moi, j'avais cette aptitude à apprendre, à comprendre, mais par contre, je pouvais pas me concentrer longtemps à l'école. Quoi. Le système français tel qu'il était organisé, tel qu'il est encore organisé, il ne me convenait pas à quelqu'un comme moi. C'est-à-dire que même quand je partais avec des bonnes intentions, je me dis aujourd'hui je vais être sérieux. J'arrivais à être sérieux de 8h à 11h. Après, j'en avais marre, quoi. Et après, j'avais aussi ce caractère qui fait que je ne travaillais que dans les matières qui m'intéressaient. J'ai vraiment du mal jusqu'à aujourd'hui. Hein. Et j'ai du mal à faire quelque chose que je n'ai pas envie de faire. Pour moi, faire quelque chose que je n'ai pas envie de faire, c'est une souffrance. C'est une souffrance. Vraiment, je le vis très très mal. Ouais. T'as des exemples en tête? Alors, par exemple, j'aime pas faire des interviews. Tu vois? Et là, j'avais vraiment envie de la faire. Parce qu'entre nous, en plus, je sais pas si tu veux que les gens le sachent, mais tu enfermes l'invité.
c'est vraiment un face à face. Et puis je sais d'où tu viens. J'ai regardé beaucoup de tes émissions. Je sais que t'es dans la bienveillance et tout. Mais sinon, il y a un côté dans les interviews, il y a un côté promo qui me dérange, quoi. C'est un exercice que j'aime pas faire, quoi, tu vois. Et c'est douloureux pour moi. Je me sens privilégié. Ah, avec plaisir. Et tu sais, bon, comme tu l'as si bien dit, tu étais aussi dans la vie de rue, dans la vie de quartier, etc. Mais parallèlement, tu avais aussi un visage familier. Mhm. Donc, tu faisais des bêtises, mais tu avais un visage familier. Mais comment on fait? Ouais, mais le rap n'était pas si populaire qu'aujourd'hui. Mais tu faisais des concerts. Ouais, mais ça restait quand même, entre guillemets, on appelait ça à l'époque underground. Le rap n'était pas aussi populaire qu'aujourd'hui. Tu pouvais faire quelques concerts et être encore sur le terrain. Tu vois? Et en plus, il n'y avait pas de télé qui diffusait de clips, donc ton visage n'était pas forcément identifié, tu vois? Après, c'est venu après avec, je pense, dans les années 2000, où ça devenait maintenant impossible et il fallait dissocier et faire un choix. Mhm. Et tu sais, ça va être le fil rouge, hein, constamment, la famille. Et comment la maman, elle voyait son fils commencer à vriller? C'était quoi vos rapports à ce moment-là? Alors, ça a été dur. Dans un premier temps, les premières perquisitions, les premières fois où tu rentres chez toi et t'as les yeux rouges ou tu vomis dans les escaliers. Ça a été très difficile, mais ma mère, elle a été radicale. C'est-à-dire que elle a patienté un certain temps, mais comme j'avais un petit frère à la maison, au bout d'un moment, elle a dit tu peux pas contaminer aussi ton petit frère. Donc soit tu changes de chemin, soit tu pars. Et donc je suis parti de la maison à un moment. Et c'est ça qui est intéressant. T'es parti, mais t'es allé où? Ah, j'ai été chez l'autre, après chez l'autre. Ouais. Et après, à un moment, j'ai réussi à trouver un appartement à Nogent-sur-Marne. J'ai été un peu à Nogent-sur-Marne. Ouais, je suis parti assez tôt. Et après, je suis revenu à la maison, je pense en 2002, un truc comme ça. Ouais. 2001, 2002. Tu sais, je suis obligé de rester sur cette époque de ta vie qui était très délicate, mais tu disais que tu étais parti du foyer, mais tu continuais encore à voir tes homeboys du quartier, etc. Ouais. La relation avec le père, tu disais que au départ, il était vraiment présent dans ta vie, ensuite, il avait pris ses distances. À cette époque-là, la relation était totalement inexistante. Ouais, après, il a pris ses distances. Moi, j'ai revu mon père il y a à peu près 5 ans. Je l'ai fait venir, on était tous en famille en Espagne et tout. Et avant ça, je l'avais pas vu pas vu ni parlé pendant 14 ans. Ouais. Et donc à cette époque-là, oui, j'étais un peu livré à moi-même. Mais tu vois, j'étais pas comme le commun des gens de la cité qui s'exposent au trafic et tout. Parce que j'avais quand même une petite porte de sortie. Tu vois, j'avais le rap. Et j'avais quand même, je me disais, peut-être qu'un jour. Tu vois, ce qui fait que quand je plongeais dans les affaires, je le faisais, je mettais un pied, quoi. Je mettais pas les 2 pieds, tu vois. Et donc, je pense que c'est pour ça que je m'en suis sorti. Ouais. Mais c'était un choix de ta part de couper les ponts avec ton père? Ou c'était plutôt l'inverse? Non, c'était plutôt l'inverse. Mais j'ai aucune rancœur, mais vraiment, j'ai aucune rancœur envers mon père. Je le comprends, tu sais, il est à l'ancienne. Et il s'est sacrifié, il nous envoie en France pour faire des études, pas pour qu'on fasse des gardes à vue, pour qu'on aille en prison. Dieu merci. J'ai toujours évité la prison, mais c'était pas du tout ça le projet. Donc lui, il peut pas comprendre. Il peut pas comprendre. Il est à Miami, il est chauffeur de taxi, il souffre, il doit vivre, puis nous envoyer de l'argent. Il attend des résultats. Je le comprends tout à fait. En tout cas, c'est que de l'amour. Je le comprends tout à fait,
tout en sachant que je ne pourrais jamais me séparer de mes enfants. Tu vois, c'est bon, c'est complexe, mais c'est une autre génération. Ouais. En tout cas, si t'as que de l'amour pour lui, c'est ce qu'on retiendra. Et on l'embrasse au passage. Mais tu sais, dans l'escalade de la violence et de la bêtise, parce que tu sais, quand j'écoute une poignée de dollars, le rire assassin que tu fais, on sent que t'étais une vraie crapule. Mais il y avait personne pour te raisonner. Si, il devait y avoir quelques grands, mais on les écoutait pas. On les écoutait pas. Il y en a quelques-uns qui ont essayé de nous dire, vous allez dans le mur. On n'entendait rien, on n'entendait rien. Ouais. Et dans ce parcours-là, Frangin, il y a un frère aussi qui a croisé ton chemin, Las Montana. Tu sais, on entend son nom ici et là, mais moi, je veux que tu nous dises déjà quel genre de frère il était, s'il te plaît. Las Montana, s'il était avec toi, t'avais l'impression que rien ne pouvait t'arriver. S'il était contre toi, t'avais vraiment un vrai problème. Il était entier. Après, tu vois, il y a eu beaucoup... il s'est battu beaucoup, mais quand tu regardes bien, tu verras que souvent, il se battait pour les autres. Parce que les gens savaient qu'il fallait pas venir le chercher, fallait pas tester, tu vois. Et donc, souvent, il se battait pour les gens qu'il aimait et qu'il appréciait. Et c'était quelqu'un d'entier qui allait jusqu'au bout. Les gens ont tellement cru et su qu'il allait aller jusqu'au bout qu'ils l'ont assassiné. Et tu sais, on sait que son départ t'a beaucoup affecté, hein, forcément. Mais est-ce que après son départ, il y a des choses qui ont été faites? Tu sais, ce devoir de mémoire, tu sais, nous, par exemple, même à Sarcelles, on a perdu énormément de frères. On a perdu des frères qui sont partis assassinés, etc. Mais il y a des stèles qui ont été posées. Il y a des familles qui, chaque année, le jour du décès, se remémorent le passé du défunt. Tu vois ce que je veux dire? Il y a ce devoir de mémoire qui a été fait. Est-ce que ça a été le cas pour Las Montana? Nous, on l'a fait principalement à travers la musique. Son nom résonne et résonnera encore même après nous. Mais en dehors de ça, je pense que oui, on aurait pu faire plus de choses. Plus de choses. En tout cas, qui repose en paix, frère. Qui repose en paix. Je vais rétro-pédaler forcément et je vais te parler du combat continu. Yes. Tu vois, on est comme ça chez WSL, on avance, on recule. Le combat continue, clairement, moi, je t'ai découvert avec ces morceaux et je te parle d'une époque où moi, j'avais que 10 ans. Parce que tu sais, à Sarcelles, nous, on était dans une secte où on nous disait, hey, que secteur A? Le reste, on n'écoute pas. Tu vois ce que je veux dire? Yes. Si on doit se dire les choses, on se les dit. Et là, on me présente un frère qui rappe hardcore, mais en mode thug, en mode, il te conscientise en même temps, t'es envoûté, etc. Raconte-moi, s'il te plaît, forcément, la genèse de ce morceau. Le combat continue? Le Ou morceau hardcore. Hardcore. Alors, comment ça commence? Je m'isole pour terminer l'album. Le combat continue. Donc, je vais en province et j'écris. Et en province, je suis avec un mec d'Orly. Et ce mec d'Orly, il est très conscientisé. Donc, on parle politique. Et il y avait un morceau de Team Dog qui s'appelait Hardcore. T'as connu Team Dog quand même? Je connais Team Dog, bien sûr. Que j'aimais beaucoup. Il répétait Hardcore dedans, tout ça. Et donc, je reprends ce concept et donc j'écris ce morceau. En réalité, je l'écris même pas dans le bitume. Je l'écris à je sais pas, peut-être à 100 km de Paris, quoi. Et ça donne ça, quoi. Ça donne ce morceau hardcore. Et surtout, c'est la prod aussi de Delta, d'Expression Directe, qui fait que ce morceau, il est incroyable. Il y a 2-3 jours encore, j'ai écouté l'instru, je me suis dit, c'est incroyable. Ouais. Et là, cette fois-ci, c'était quoi la réaction du show business, le show business qui t'a tourné le dos? Ouais. Alors, bon, Idéal J, on était
on était cramés, hein, nous, dans le show business. On était cramés. Même les radios voulaient pas trop nous inviter. Ils savaient que je venais. Il y avait 30 mecs avec moi à chaque fois. On investissait les lieux. Il est arrivé des fois que ça tape des journalistes parce qu'ils avaient fait des mauvais articles. On était vraiment, on était mal vus. Tu vois, on était mal vus et on n'a jamais eu des rapports, tu vois, tranquilles avec le show business. Mais ça me va comme ça. Ça me va comme ça. À cette époque-là, tu gagnes bien ta vie? Comment ça se passe? Non. Pendant très longtemps, j'ai pas vécu avec le rap, hein, pendant très longtemps. Même quand j'étais exposé. Alors à l'époque d'Ideal J, non, absolument pas. Quand on allait en concert, je me rappelle, on avait fait un concert en Suisse, et avant le concert et après, on faisait du trafic, quoi, tu vois. Donc non, le rap, y a beaucoup de gens qui se font des illusions sur ce que ça peut rapporter. Alors le marché, il a un peu changé aujourd'hui, mais il y a quand même beaucoup d'excès, quoi. Il y a pas autant d'argent que ça dans le rap. À écouter certains rappeurs, on dirait qu'ils sont dans le pétrole, quoi. Mais Ideal J, qui pour aujourd'hui est un groupe mythique, Ouais. vous faisiez beaucoup de concerts quand même. Ou pas tant que ça à l'époque. On a fait une tournée avec l'album Combat Continu. On avait même un car et tout. On a fait une vraie tournée de rockers, mais tu prends quoi quand t'es pas le producteur de la tournée? Tu prends quoi? Tu vas prendre quoi? 500 balles par date? C'est pas avec ça que tu fais de l'argent, non? En tout cas, le message est passé, Kerry. Et tu vois, moi, ce que je veux savoir dans tout ça, c'est que, tu sais, dans toute la mafia Quinfree, dans toute votre équipe, etc., il y avait des gros vendeurs, que ce soit Rof, que ce soit 113, que ce soit toi-même, etc. Comment vous avez fait pour, finalement, qu'il n'y ait pas d'animosité? Tu vois, parce que encore une fois, tu sais, nous on a reçu Despo il y a quelques temps qui parlait de sa relation avec Fababy en disant que quand il y a des groupies qui viennent parler dans tes oreilles en disant que non, c'est toi le plus beau, regarde lui, il est en train de faire comme toi, etc. Ça peut top un groupe, ça. Ouais. Bah on n'a pas échappé à cette règle. Il y a eu pourquoi la mafia Quinfree aujourd'hui, c'est exactement pour ça. Que la mafia Quinfree aujourd'hui n'existe plus. Parce qu'il y a eu de l'argent et il y a eu de la renommée. Mais après, pour moi, en tant qu'être humain où j'en suis aujourd'hui dans ma vie, c'est pas essentiel que la mafia Quinfree existe. Ce qui est essentiel, c'est qu'on soit en bons termes, qu'on soit des bons pères de famille et qu'on se respecte. Mais en tout cas, le message est passé, Frangin. Et tu sais, tout à l'heure, je te parlais de Las Montana, je te parlais de son départ. Ouais. Toi, forcément, il y a une grosse remise en question. Moi, il y a des gens de ton entourage qui m'ont dit que quand il est parti, t'as dormi pendant 3 jours de suite à la mosquée. Je sais pas si c'est vrai ou pas, mais en tout cas, t'étais vraiment impacté. Tu en as parlé à plusieurs reprises et tu as dit que c'était l'élément, ça a été l'élément déclencheur finalement de ta remise en question, etc. Et moi, je veux savoir déjà, tu sais, généralement, les familles haïtiennes qu'on connaît, eh ben, c'est des familles très pieuses, où le dimanche, elles partent à l'église, où constamment, elles te parlent de la religion chrétienne, etc. Comment déjà la famille a comment dire, a accueilli la nouvelle, tout simplement? Alors ouais, comme tu l'as dit, les Haïtiens, c'est un peuple qui est très pratiquant. Et donc moi,
j'ai grandi avec une éducation religieuse. Et sauf que ma mère, elle était curieuse et donc elle a essayé presque tous les cultes, quoi. C'est-à-dire que j'ai été, quand j'étais jeune, à l'église protestante, quand ceux qui s'appellent les témoins Ouais. de Jéhovah, quand ils venaient frapper chez moi, ma mère, elle les fait rentrer. Ils viennent et ils nous parlent. Tu vois? Et donc j'ai eu une éducation religieuse, sauf que je me suis perdu à un moment qui est toute la période qu'on a évoquée, la période de rue. Et puis après, j'ai voulu retrouver une spiritualité. Mais le chemin, il a commencé à s'ouvrir un peu avant le décès de L.A.S. Montana. La première fois que je suis rentré dans une mosquée, c'était quelques jours avant la mort de L.A.S. Montana. Et je sais pas ce qu'ils étaient en train de réciter, puisque j'avais pas cette connaissance à cette époque. Je sais pas s'ils faisaient des invocations ou s'ils récitaient le Coran. Et en tout cas, j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps. Mais vraiment, je pleurais, je m'arrêtais pas de pleurer. Et quelques jours après, L.A.S. il est décédé. Et là, vraiment, j'ai décidé parce que pour moi, il y avait que deux choix. Soit je m'enfonçais vraiment dans ces histoires de violence et de vengeance et j'allais jusqu'au bout. Ou soit j'admettais qu'on avait fait des erreurs et que cette vie n'était pas pour nous. Et en tout cas, je pouvais pas, je pouvais pas faire semblant en tout cas, tu vois. Et je pouvais pas continuer à dire mafia qu'un free, tu peux pas tester, alors que l'un d'entre nous venait d'être tué. J'arrivais pas. L'une des dernières conversations que j'avais eues avec L.A.S., il me disait, moi, et il m'avait dit, cette année, quelqu'un d'entre nous va se faire tuer. Il a dit, moi, si c'est pas moi, je tuerai la personne qui l'a fait, sa famille, et je pense qu'il pensait vraiment ce qu'il disait. Tu vois? Donc moi, je pouvais pas faire semblant. Soit on le faisait, soit on allait jusqu'au bout, soit on reconnaissait que on avait fait des erreurs et que malheureusement c'est L.A.S. qui en a payé le prix. Et à cette époque-là, la musique, c'était plus dans ta tête. Ouais, après ouais. Je crois même que tu vendais des calendriers. Ouais, ça m'est arrivé de vendre des calendriers musulmans, mais c'était pas même pas à but lucratif. Hein. C'était pour une association, c'était pas à but lucratif. D'accord. Et oui, à un moment, j'ai vraiment voulu tout arrêter. J'ai même cherché du travail. J'ai postulé pour être laveur de voiture. Ouais. À cette époque-là, tu étais rentré dans le cocon familial? Tu étais revenu? J'étais un peu... ouais, j'étais revenu en tout cas. J'étais revenu voir ma mère. Je m'étais excusé pour mon comportement, pour le mal que je lui avais fait. Et j'avais renoué avec ma famille. Ouais. Et c'est très bien, Kerry. Et ça me fait rire parce que ça me renvoie à l'époque. Vas-y. Et est-ce que, si tu veux, l'apprentissage de la religion, dans un premier temps, elle n'était pas en accéléré? Parce que, tu sais, je crois que tu t'es converti à peu près en 99. 99, et tu as commencé à donner des cours peut-être en 2000, à peu près. Je m'explique. Tu sais, moi, j'ai une grande sœur qui avait à peu près 16 ans à l'époque, et tu lui as... En fait, elle t'avait rencontré dans la rue, elle t'avait reconnu, etc. Et tu lui avais dit, ouais, ben tiens, viens assister à quelques cours, etc. Ouais. Et un jour, moi, je suis chez moi et j'entends, ouais, salam, c'est Ali. Ah ouais, carrément. Ouais, non, je t'assure que c'est vrai, Et dès qu'elle a raccroché, elle m'a dit, mais tu sais qui c'était? C'était Kerry James. Et je te parle de ça, c'était peut-être en 2000, 2001. J'avais peut-être 11 ans, 12 ans à l'époque. J'étais très jeune. Et ça corrobore aussi un petit peu avec les propos de Rocco qui disait qu'il y a un moment donné, tu étais trop en accéléré. Déjà, toi, comment dire,
Tu valides ce que je suis en train de te dire? Alors, tout dépend ce que tu appelles être trop en accéléré. Mhm. Disons que j'étais comme tout nouveau converti qui découvre ce qu'il considère être la vérité. J'avais une envie de partage. Parce que moi, je suis quelqu'un qui est dans le partage. Après, sur le fait de redistribuer les informations que j'ai entendues, j'avais la capacité de les reformuler telles que je les avais entendues. Donc sur ça, il n'y avait pas de danger. Le danger, il était plus pour moi personnellement, pour mon chemin. C'est-à-dire que j'avais pas conscience que à quel point le chemin allait être long. Mhm. Et est-ce que tu as connu justement des péripéties? Alors, est-ce que j'ai connu des péripéties? Non, mais j'ai appris. J'ai pris des leçons, j'ai tiré des leçons et j'en tirerai encore jusqu'au tombeau, parce qu'on apprend du berceau au tombeau. Effectivement, Kerry. Et à cette époque-là, tu sais, est-ce que ton cercle d'amis s'est rétréci? Parce que tu sais, quand tu empruntes un chemin qui ne parle pas forcément à tes amis d'antan, tu sais, on peut te fuir comme la peste. Mon cercle d'amis s'est rétréci, mais il s'est bonifié. Parce que il vaut mieux avoir peu d'amis et que ce soit des gens fiables, des gens qui ne te nuisent pas. Vaut mieux en avoir peu. Je suis d'accord avec toi. Et tu sais, il y a Youssoupha qui disait dans une interview que, tu sais, malheureusement, et il avait même de la peine pour toi, parce qu'il y en a qui te mettaient trop sur un piédestal. Tu vois, on occultait le fait que tu sois un homme avec un grand H, hein, parce que Kerry, c'est la voix de la sagesse, parce que Kerry ne peut pas s'énerver, parce que Kerry, oh là là, on l'a vu performer en soirée, oh là là, c'est pas bien, etc. Est-ce que ça, c'est pas quelque chose qui est trop dur à dealer? C'est très difficile. J'en ai parlé dans plusieurs de mes morceaux, dans Lettre à la République, dans En feu de détresse. Oui, devenir comme un drap blanc sur lequel la moindre tache est visible, c'est très difficile à porter pour un homme. Et pourtant, c'est pas faute de l'avoir rappelé, quoi. Je ne suis qu'un homme, je ne suis qu'un homme, je ne suis qu'un homme. Mais les gens voient ce qu'ils ont envie de voir, quoi. Totalement. Je suis totalement d'accord avec toi. Mais tu sais, il y en a, et ça fait partie de leur caractère et tout, mais il y en a qui sont prêts à faire des trucs de fou pour prouver aux gens que c'est que des hommes. Tu comprends? Toi, ça pas... Non, mais c'est vrai ce que je suis en train de te dire, parce que, tu sais, ça doit être très dur de dealer avec ça. C'est très difficile. C'est le combat de ma vie. Mais bon, tous les 5 ans, on fait une petite bagarre pour rappeler que... En tout cas, c'est dit, Kerry. Et à cette époque-là, voilà, tu vois, encore une fois, t'arrives dans le, enfin, tu reprends les activités de la musique, etc., sous une nouvelle forme. Si c'était à refaire, c'est un succès commercial. Tu vois, jusqu'aujourd'hui, tout le monde le considère comme étant un album classique, etc. Comment ça se passe là, même financièrement? Parce que tout à l'heure, tu parlais de succès d'estime, à l'époque d'Idéal J. Là, si c'était à refaire, on voit tes clips à la télé, on voit tes clips, on t'entend un peu à la radio, etc. Les poches sont un peu plus remplies? Financièrement, je suis pas obligé de faire autre chose à côté. Ouais. Mais je suis pas riche. D'accord. D'accord. Ouais, réponse courte. C'est très bien. Et tu sais,
voilà, toi, tu menais ta petite carrière avec succès, etc. Moi, encore une fois, comme je te l'ai dit tout à l'heure, je suis un grand fan de ta musique, etc. Après, il y avait une période qui me parlait plus trop, mais tu as fait ton comeback un peu plus tard, en 2007. Et là, j'étais totalement conquis parce que c'était le retour du fond avec la forme. Idéalgie mélangée avec le renouveau. Tu avais trouvé comment dire, la bonne formule, etc. Là, moi, je veux savoir, tu disais que le show business t'avait même blacklisté à un moment. Les gens ne voulaient plus bosser avec toi, etc. Là, c'était comment, là, à cette époque-là? Tu parles de quelle année? L'époque 2007-2008, à l'ombre du show business. Ah oui, bon, en fait, avant l'album À l'ombre du show business, on sort un album qui s'appelle Ma vérité, et que personne comprend, quoi. Et alors que si c'était à refaire avait reçu un bon accueil, personne comprend l'album Ma vérité, c'est un échec. Et là, je rencontre Tefa et Masta, et ensemble on fait À l'ombre du show business, et j'enchaîne aussi directement avec Réel, et là on rencontre notre public, mais tellement que ça me fait peur, et que j'ai peur de me perdre en tant qu'être humain, et que je décide de faire une pause. Ouais. Et tu vois là, tu m'emboîtes le pas, tu m'enlèves les mots de la bouche. Tu sais, j'allais te parler de la santé mentale, même des rappeurs et même des artistes de manière générale. Tu sais, il y en a qui... Tu sais, nous, on a reçu Niska il y a quelque temps, que je salue au passage, qui disait que l'artiste en question, parfois, a un ego qui est presque un cancer. Très bien dit. Voilà, parce que il demande toujours plus, parce qu'il se prend pour le roi du monde, etc. Là, aujourd'hui, on voit qu'il y a des gens qui préfèrent reculer, même au top de leur carrière. On voit des Damso qui reculent. Toi, en 2009, moi, j'ai été au concert au Zénith. D'ailleurs, c'était incroyable. Mais tu avais aussi annoncé là-bas, à ce moment-là, que tu avais décidé de reculer, etc. Est-ce que c'est fondamental, pour ton équilibre personnel? Ouais, bien sûr. Pour moi, l'essentiel, c'est de préserver mon âme. Et ce métier, il est très compliqué pour la préservation de l'âme. Ce qu'a dit Niska est vrai. L'ego d'un artiste, et pas n'importe lequel, d'un rappeur, ça peut être un cancer, déjà pour n'importe quel être humain à l'origine. Mais chez nous, c'est décuplé. Et quand on aspire à une certaine qualité de vie spirituelle, c'est vraiment en contradiction. Et après, ça fait de toi un être... t'es pas en accord avec toi-même, tu vis avec plein de contradictions, c'est très, très compliqué. Ouais. Et tu sais, aujourd'hui, et ça, comment dire, ça corrobore un petit peu aussi avec tes propos, c'est qu'il y a plein d'artistes qui ne vivent plus en France, parce qu'ils sont en quête avec cette paix, ils recherchent cette paix, etc. Tu vois? Est-ce que toi, c'est des choses que tu peux comprendre, toi? Oui, bien sûr. Je te le disais avant de commencer l'interview. Moi, je compte m'installer en Afrique, et je pense au Sénégal. Parce que déjà, la France est devenue un pays très difficile à vivre. Surtout quand on a une certaine couleur de peau et qu'on a une certaine foi. Et puis les raisons qui ont emmené nos parents à immigrer en France, elles ne sont peut-être pas valables aujourd'hui. Si aujourd'hui ils devaient immigrer, je pense pas qu'ils immigreraient en France. Et donc oui, je pense partir, et je comprends ceux qui ont fait ce choix. Et tu sais, tout à l'heure, je te parlais de générosité qui te caractérise, etc. Je suis forcément obligé de parler de Corona.
Mhm. tu vois, Mhm. qui était avec toi depuis les débuts, depuis Idéal J. On le voit avec toi sur scène. Vous formez un binôme incroyable, même d'ailleurs, etc. C'est quoi la relation qui vous lie? Parce que lui aussi, je tiens à lui tirer mon chapeau, parce que dans Idéal J, c'est toi qui es devant. Quand il est au Zénith, c'est ton concert à toi. Mhm. Tu comprends? Ouais. Mais à chaque fois, tu le shout-out, à chaque fois, tu le montes avec toi. Et ça, c'est magnifique, déjà. Qu'est-ce que... C'est qui ce frère? Eh ben, ça montre que on peut parfois mettre de côté les histoires d'ego. Parce que il est avec moi, Teddy Corona, depuis 1992, quand même. Depuis 1992. Et il ne m'a jamais, trahi. Je n'ai même pas le souvenir qu'il m'ait déjà reproché quelque chose. En tout cas, s'il l'a fait, il l'a fait avec bienveillance, quoi, parce que j'ai pas le souvenir qu'il m'ait déjà fait des reproches. Et donc, oui, c'est quelqu'un qui est fidèle et quelqu'un avec c'est quelqu'un qui a une vraie connaissance de l'être humain. Teddy Corona, il connaît très bien l'être humain. Ouais. C'est pas quelqu'un à qui tu peux la faire à l'envers. Un chirurgien. Ouais, c'est un chirurgien. Ouais. Shout out à lui, en tout cas, au frère. C'est beau ce que tu viens de dire. Ouais. Et Jesse Monet, parce que tu sais, je vais pas te mentir, frangin, moi-même, un peu comme tout le monde, je suis tombé sur quelques images de lui, quelques clichés, où le frère, on avait l'impression qu'il était en difficulté. Tu vois? Est-ce que tu peux nous en dire plus, s'il te plaît, sur ce homeboy qui a croisé ton chemin aussi? Ouais, Jesse Monet, donc ça a toujours été la rue, et puis il a été toujours très précoce. Et donc, il y a des choses qu'il a commencé très tôt et dont il n'a pas réussi à s'en sortir. Mais je suis obligé d'avoir un peu plus de détails, frérot. Des choses qu'il a commencé très tôt. C'est-à-dire... Après, tu vois, c'est pas, c'est vraiment, me dois de préserver, je sais que tu vas comprendre, bien sûr. je me dois de préserver son honneur. Absolument. Effectivement, il est dans une situation qui est une situation difficile aujourd'hui, mais c'est pas à moi de rentrer de trop dans les détails. Après, encore une fois, et je comprends ta pudeur et tu as raison parce que t'es un réel ami pour lui et je suis certain que ses proches te le diront, mais ici, tu sais, on a un public qui aussi aimerait savoir et un public, si tu peux éviter, pardon, au public de tomber dans certains pièges, ce serait beau. C'est la raison pour laquelle je t'ai lancé sur ça, tu vois. Mais... Oui, bah, l'histoire de Jesse Monet, ce qu'elle nous apprend, c'est que la vie est une succession de choix et que parfois on prend des choix, on fait des choix très tôt dans notre vie et on se rend pas forcément compte des conséquences qu'ils vont avoir sur le reste de notre existence. Il ne faut prendre aucun choix à la légère. Merci pour ces mots, frère. Yes. Sincèrement. Au passage, on salue bien évidemment le frère Jesse Monet. Et Kerry, je vais te lancer cette fois-ci sur la famille une énième fois. Aujourd'hui, t'es papa. Ouais. Aujourd'hui, t'es un papa. Comment toi, tu mets en garde, si tu veux, la petite famille et tes petites merveilles sur le monde qui nous entoure? Est-ce que tu leur dis qu'il faut foncer sur les études, toi-même qui es passé à côté d'une scolarité? Ouais, bien sûr. Après, déjà, je suis pas seul à m'occuper de l'éducation des enfants et à leur mère. Et c'est très important de bien choisir la mère de ses enfants. Et de ce côté-là, grâce à Dieu, je suis comblé. Mes enfants sont en sécurité. Ils ont une éducation morale, spirituelle et scolaire aussi. Et les enfants, bon, ils écoutent ce que tu leur dis.
mais en réalité, ils imitent plus qu'ils écoutent. C'est le constat que tu fais? Ouais, c'est le constat. Il faut constamment se surveiller parce que si tu leur dis une chose et que ils apprennent que tu fais le contraire, c'est très compliqué Mhm. après. Cette fois-ci, je vais te lancer sur Haïti. C'est quoi, toi, ta relation avec ce pays? En fait, c'est un pays que je connais pas assez puisque j'y étais que quand j'étais petit. Ok. Je le connais à travers les bouquins que m'offrait mon père. Je le connais à travers l'histoire, mais je ne prétends pas connaître Haïti comme un vrai Haïtien qui y retourne régulièrement. Mais la situation, elle est tellement tendue en Haïti que même ma mère, elle n'est pas très pour que je voyage là-bas, pour l'instant en tout cas. Mhm. Et tu sais, en 2009, moi, je me souviens de l'action que tu avais menée après le séisme en Haïti, etc. Toi, c'est quoi, toi, déjà, les retours que tu as eus? Parce que socialement, tout le monde sait que tu es quelqu'un de vraiment d'impliqué, etc. Et à travers cette action où tu as mobilisé pas mal de gens, où tu as récolté des fonds, où je crois, même si mes souvenirs sont bons, tu avais organisé un concert où la recette a été reversée là-bas. C'est quoi les retours que toi, tu as? Parce qu'aujourd'hui, tu es un personnage public. Tu es quelqu'un qui a de l'aura, de l'audimat. Donc, dis-moi tout, s'il te plaît. Bah, moi, quand je fais quelque chose, je le fais pas en attendant, dans l'attente d'un retour quelconque. Je le fais parce que j'ai envie de le faire, parce que ça me concerne, parce que ça me touche. Donc j'ai fait ces choses-là, mais je peux si tu me les rappelles pas, j'oublie que je suis là pour ça. Voilà, quoi. Mais tu sais, parfois quand on écoute certains rappeurs ou certains artistes, etc., ils se vantent de ne jamais avoir travaillé, tu vois, en se disant que ils étaient un petit peu dans la débrouillardise et puis juste après, c'était le rap, c'était l'argent du show business, etc. Et moi, je pense que après, ça n'engage que moi et je peux me tromper. Mais je pense qu'ils se trompent en disant ça. Parce que ça t'apprend certaines valeurs quand tu travailles. Ce que Skolkinry appelle le my nigga, ça veut dire le travail de dur labeur, le travail d'ouvrier, etc. Et toi, j'ai l'impression que à travers les actions que tu mets en place, où tu veux, comment dire, sensibiliser, tu veux récompenser, etc., tu mets toujours le travail à l'honneur. Bien sûr. Tu vois, tu récompensais chaque mois. Enfin, je sais pas si c'était chaque mois, mais tu récompensais avec le banlieusard du mois il y a quelques temps, etc. Donc, raconte-nous, toi. Est-ce que c'est les choses que tu mets en place là, c'est pour te rappeler que tu es déjà qu'un homme et que tu es peut-être même un privilégié? En fait, je sais pas si tu comprends ce que je suis en train de te dire. Ce que j'essaie de faire à travers mes actions, c'est d'être cohérent avec ce que je défends à travers ma musique. Et par exemple, le banlieusard du mois que tu viens de citer, c'est une action dans laquelle je choisis un entrepreneur et je le mets en lumière avec un module qui est assez court, quoi, qui dure 10 minutes, où il présente ce qu'il fait. Il nous dit d'où il vient, quelles sont les difficultés qu'il a rencontrées, et j'essaie de faire en sorte que ça soit quelque chose d'inspirant pour les nôtres, les gens qu'on prétend défendre et représenter, parce qu'on pourra pas tous être des footballeurs, des acteurs ou des chanteurs. Là, cette fois-ci, je suis obligé de te congratuler pour Banlieusard de la suite que tout le monde attendait, parce que ça faisait pas mal de temps déjà. Félicitations à toi. Je suis un privilégié parce que je l'ai déjà vu. C'est quoi les attentes déjà? Je suis assez confiant dans
de la façon dont ce film il va être accueilli. On a eu plus de moyens pour le faire. On a pris plus d'expérience, que ce soit Leila Si et moi pour ce nouveau volet. Et je pense que tout y est, quoi. Le fond, la forme. On a pu rentrer un peu plus dans la profondeur des personnages, et je pense que j'ai réussi à faire ce que je voulais, c'est-à-dire que je voulais humaniser cette famille ou les habitants des banlieues. Mhm. Et est-ce que toi, c'est un message que tu voulais faire passer? Parce que dans le film, on voit Sansan, Adama Kamara, qui fait beaucoup de prévention, un frère que je salue chaleureusement au passage. Ouais. On voit Alessandra Sublet, je crois que c'est ça son nom. Et j'ai l'impression que c'est des ponts que tu es en train de créer. Tu es en train de créer des passerelles. Mais j'ai toujours essayé de faire ça, quoi. Il y a ceux qui divisent. Moi, j'ai toujours plus été pour construire des ponts. Je le fais à travers la musique, à travers le cinéma aujourd'hui. Et même à travers le théâtre. Quand je vais au théâtre, c'est justement pour construire des ponts. Ça permet aux gens qui ne vont habituellement pas au théâtre de venir voir une pièce parce que c'est moi qui y joue. Ça permet à ceux qui sont des habitués du théâtre de voir qu'il y a des gens qui ne sont pas forcément de ce milieu, qui sont capables de présenter des choses, de proposer des choses. Et ça permet aux gens de se rencontrer dans le réel. C'est très important que les gens se rencontrent dans le réel et qu'il n'y ait pas toujours un intermédiaire entre eux. Et souvent, cet intermédiaire, c'est le média, c'est le politique, et ils sont mal intentionnés. Mmh. Et est-ce qu'à travers les plateformes comme Netflix, les cartes ne sont pas redistribuées? C'est-à-dire aujourd'hui, toi, j'ai l'impression que t'es vraiment maître de ton œuvre. Alors, parce que c'est vrai que j'ai traîné sous le bras pendant longtemps le scénario de Banlieusards 1, et le cinéma français, en réalité, n'en voulait pas, quoi. Clairement, n'en voulait pas. Et que j'ai pu faire exister ce film avec l'arrivée de Netflix en France. Et même aujourd'hui, rien n'est gagné, mais en tout cas, je suis tout à fait libre de faire le film que je veux. S'ils aiment, ils le font, ils le distribuent. S'ils n'aiment pas, ils ne le font pas. Ouais. Et, tu sais, il y a quelque temps, tu disais que toi, tu te voyais pas rapper pendant des années, à sauter, gesticuler sur scène, etc. C'est pas moi qui l'ai dit, hein. Et aujourd'hui, tu sais, j'ai l'impression qu'en faisant même du théâtre, du cinéma, etc., tu es en phase avec ton âge. Toi, tu le fais. Stomy, il le fait. Ouais. Joe Star, il le fait. Tu vois ce que je veux dire? Donc, toi, c'était le goal ultime. Je veux dire, en termes de travail. C'est-à-dire? Ça veut dire, t'es un homme accompli, là, en tout cas professionnellement? Moi, je suis quelqu'un qui a toujours besoin d'un projet pour le motiver. C'est-à-dire que je me fixe des objectifs, et une fois que je les ai atteints, je trouve un autre objectif. Voilà. Donc là, j'ai fait Banlieusards 2. J'ai d'autres projets encore. Je me considère jamais comme étant accompli et arrivé au bout de quelque chose. Mais avec le succès de Banlieusards 1, ça t'ouvre des portes forcément. Est-ce que t'es beaucoup plus crédible? Oui, bien sûr. Je suis plus crédible, mais je reste le même. Et je vais continuer à proposer les mêmes choses. C'est-à-dire des films dans lesquels les habitants des banlieues sont des humains comme les autres. C'est-à-dire que des gens qui aiment, des gens qui doutent, des gens qui espèrent, des gens qui désespèrent, des gens qui font des promesses.
qui tiennent parfois, qui ne tiennent pas d'autres fois. Des êtres humains, quoi. Et ça ne convient pas à tout le monde. Et est-ce que toi, on pourrait te voir dans un autre registre? Parce que là, tu sais, tout le monde est unanime pour dire que Banlieusard 1, c'était un très bon film. Mais est-ce que tu n'as pas envie de te challenger? Bien sûr, bien sûr, bien sûr. J'aimerais bien, mais après, j'ai pas, moi, l'ambition de devenir acteur. Si ce challenge a un sens, pas seulement artistique, mais a un sens profond, oui, ça m'intéresse. Très bien, mon frère. Et qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite? Qu'est-ce qu'on peut me souhaiter pour la suite? Beaucoup de bonheur, tout simplement, et une fin heureuse. C'est le plus important. Eh ben, c'est tout ce que je te souhaite, c'est tout ce qu'on te souhaite, Kerry. Yes. Vraiment, au nom de toute l'équipe de We Hustle, nous te remercions pour ta venue. C'est gentil, merci. Pour ce moment. Et puis, plein de bonnes choses pour la suite. Moi aussi, je te souhaite le meilleur. Et tu passeras le salam à ta sœur de ma part. Merci. We Hustle, baby. Yes, yes, yes. C'était le chair. Le chairman. Avec l'homme que l'on nomme Mac Daddy Kerry, MC meurtrier. Pour We Hustle, mes paroles valent cher. Peace. We hustle, baby.